Hello mes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la 5e de ma semaine d'Halloween. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle du monstre de Florence, aussi appelé Il Mostro di Firenze en italien. Jugez mon accent. C'est donc un tueur en série italien qui est l'auteur de 7 doubles meurtres entre 1968 et 1985 dans la région de Florence. Alors, vous le connaissez? Non? C'est parti! L'histoire débute dans le début des années 80 à Florence, la capitale de la région de la Toscane en Italie. Le 7 juin 1981, un policier qui n'est alors pas en service découvre une voiture dans un chemin de terre. Il décide de s'approcher du véhicule et se rend compte que l'homme à l'intérieur n'est pas en train de dormir, mais qu'il est mort. 6 mètres plus loin, il découvre le cadavre d'une femme qui est à moitié dévêtue, le jean baissé au niveau des chevilles. Les victimes, Giovanni Faggi, 30 ans, et Carmela Denuccio, 21 ans, ont tous deux reçu de multiples coups de couteau et au moins 7 balles de calibre 22. Le couple a été massacré et Carmela a été mutilée. Sa région pubienne a été découpée et enlevée. Les gendarmes présument que le couple était venu passer un moment intime lorsqu'ils ont été attaqués et le motif du meurtre n'est pas le vol car on a retrouvé leur portefeuille avec tout l'argent dedans. Un suspect est très vite arrêté, il s'agit d'Enzo Spalletti et en fait c'était un voyeur dont la voiture était garée non loin du lieu du crime. Le père de famille nie les faits, cependant il donne des détails assez proches alors qu'ils n'ont pas été relayés par les médias. Et donc, il est arrêté et envoyé en prison. Il faut savoir qu'à cette période, dans cette région de l'Italie, qui est une région relativement vallonnée avec plusieurs collines, beaucoup de couples prenaient leur voiture et essayaient de trouver des endroits isolés pour passer des moments intimes, des moments charnels entre eux. À l'époque, beaucoup d'entre eux vivaient encore chez leurs parents et donc c'était le seul moyen pour eux de passer un moment en amoureux. Par conséquent, ça attirait beaucoup les voyeurs. Les policiers font le rapprochement avec un autre double meurtre qui a eu lieu le 14 septembre 1974. Stefania Pettini, qui avait alors 18 ans, et Pascal Genticor avaient été sauvagement attaqués dans leur voiture quand ils se trouvaient sur une route de campagne à l'extérieur de Florence. Le couple avait reçu de nombreuses balles et une analyse balistique avait montré qu'il s'agissait d'un pistolet Beretta. Quant à la jeune fille, Stefania, elle s'était faite poignarder de nombreuses fois, une centaine de fois dans la zone génitale. Cependant, par manque de preuves, l'affaire est devenue un cold case. Le 23 octobre 1981, un autre couple est découvert sans vie à Calenzano. Il s'agit de Stefano Baldi et Susanna Cambi, qui ont 26 et 24 ans. Ils ont été tués par balle et achevés par arme blanche et la région pubienne de Susanna a été découpée et enlevée comme pour les précédentes victimes. Cette fois-ci, le tueur a laissé un indice, une empreinte de taille 44 dans la boue, ce qui laisse penser aux policiers que le tueur est grand et robuste. Au moment du meurtre, Enzo Spalletti était en prison et comme la police en déduit qu'il est innocent, il est libéré. Ce tueur en série est surnommé le monstre de Florence et un témoin va faire le portrait robot de ce tueur et cette image que je vous affiche va devenir l'image la plus courante du monstre de Florence. Pendant plusieurs mois, on n'entend plus parler de ce tueur jusqu'au 19 juin 1982. Antonella Migliorini, 19 ans, et Paolo Menardi, 22 ans, se font sauvagement attaquer alors qu'ils étaient dans leur voiture et le tueur a tiré des balles à travers la vitre de la voiture. Antonella est morte sur le coup. Paolo, blessé, fait marche arrière, sauf qu'il s'embourbe un petit peu dans un fossé, mais heureusement pour lui, une automobiliste qui le voit et qui pense qu'il a un accident lui vient en aide. Pendant ce temps-là, le tueur s'enfuit et Paolo décédera à son arrivée à l'hôpital. La procureure chargée de l'affaire, Silvia Della Monica, veut tendre un piège au tueur. Pour ce faire, elle donne une fausse information à la presse selon laquelle Paolo, avant de décéder, aurait donné des détails concernant le tueur à un ambulancier. Quelques jours plus tard, l'ambulancier reçoit un coup de fil du tueur qui le menace de mort, lui et sa famille. Il est donc désormais sous protection policière, sauf que la police n'arrive pas à tracer les appels et donc la stratégie mise en place ne sert pas à grand chose. Les policiers reçoivent une lettre anonyme leur disant de s'intéresser à une ancienne affaire datant du 21 août 1968, date à laquelle 2 amants illégitimes avaient été sauvagement assassinés. Barbara Locci, 31 ans, et Antonio Lebianco, 29 ans,
tous deux mariés chacun de leur côté, ont été assassinés. Cependant, le fils de Barbara, qui avait 6 ans, a été laissé en vie. Le mari de Barbara, Stefano Mele, avait été arrêté. Il était un petit peu considéré comme mentalement lent et il ne supportait pas la liaison que sa femme avait avec son amant. De plus, on a retrouvé de la poudre sur ses mains, preuve qu'il avait utilisé une arme. Il avait été condamné à 14 ans de prison. L'arme n'a cependant jamais été retrouvée sur la scène de crime. Il s'agissait d'un pistolet Beretta et donc la police commence à croire que c'est peut-être le monstre de Florence qui l'a récupéré sur la scène de crime et qui s'en est resservi quelques années plus tard. La police s'intéresse à Francesco Vinci, que Stefano Pelle avait accusé du meurtre de sa femme et qui accessoirement était aussi un amant de sa femme. De plus, l'arme appartenait à Vinci et ce dernier faisait partie d'un petit clan de criminels en Sardaigne. En 1982, Francesco Vinci est soupçonné et interpellé, cependant les meurtres recommencent un an plus tard, le 10 septembre 1983, et cette fois-ci, ce sont 2 touristes allemands qui sont attaqués et tués. Uwe Rush et Horst Meyer, tous deux âgés de 24 ans, ont comme les autres été attaqués alors qu'ils étaient dans leur voiture et des balles ont été tirées à l'extérieur de la voiture. Au départ, la police pense qu'il ne s'agit pas du monstre de Florence car aucun cadavre n'a été mutilé. Cependant, l'analyse balistique montre que l'arme du crime était un pistolet Beretta. En plus de ça, le tueur s'est certainement trompé sur l'une des 2 victimes, qu'il pensait être une femme à cause de ses cheveux blonds et bouclés, alors qu'en réalité, les 2 victimes étaient 2 hommes. Encore une fois, les policiers ont arrêté le mauvais homme. L'enquête continue et la police suit la piste de Salvatore Vinci, qui n'est autre que le frère de Francesco Vinci, et qui appartenait également au même clan que lui, et en plus de ça, c'était aussi l'amant de Barbara Lucci. Il est retenu en détention, sauf que 10 mois plus tard, le 30 juillet 1984, le monstre de Florence refait surface. Chiarontini, 18 ans, et Claudio Stefanacci, 21 ans, ont été abattus et poignardés, et le corps de la jeune fille a été mutilé, tout comme les autres précédentes victimes. Le tueur a donc recommencé son rituel en mutilant sa victime féminine au niveau de la région pubienne et aussi en lui coupant une partie du sein gauche. Le monstre de Florence a laissé 2 indices. Une empreinte de main gauche sur le capot de la voiture, ce qui laisse penser que le tueur est droitier et qu'il tenait son arme de la main droite, et aussi des traces de genoux au niveau des portières. Donc la police en déduit que le tueur mesure entre 1,80 m et 1,85 m et du coup ils sont obligés de relâcher Salvatore Vinci. Le couple dont je viens de vous parler s'est rendu dans un bar le 30 juillet 1984 et un client de ce même bar a été témoin d'une scène. Apparemment, selon lui, un homme regardait avec insistance la jeune femme et lorsque le couple est parti, il les a suivis. Un nouveau portrait robot est réalisé, cependant l'enquête est au point mort et 1 an passe sans que les choses ne bougent. Le 8 septembre 1985, un couple de touristes français, Nadine Morio et Jean-Michel Kravechvili, faisaient du camping quand le tueur de Florence a complètement lacéré leur tente et les a tués. Après plusieurs balles tirées, Nadine est morte sur le coup. Cependant, Jean-Michel, qui avait reçu une balle au niveau du bras, se met à courir pour s'enfuir. Malheureusement pour lui, il choisit le mauvais côté et il s'enfonce vers la forêt. Le tueur le rattrape et l'achève avec son couteau. De retour à la tente, le tueur de Florence mutile la jeune femme et le 9 septembre 1985, la procureure générale en charge de l'affaire, Silvia Della Monica, a eu une excellente surprise un matin en relevant son courrier. Elle a reçu une enveloppe et dans cette enveloppe se trouve un morceau du sein gauche de Nadine Morio. L'adresse sur l'enveloppe était écrite avec des lettres découpées dans des journaux et les policiers ont remarqué un détail, il y a une faute d'orthographe au mot Repubblica. Il y a un seul B alors que normalement il en contient 2. Donc ils en déduisent que le tueur est peu instruit. Il y a maintenant 14 victimes, 7 doubles meurtres, dont 4 victimes étrangères qui, à mon avis, n'étaient pas trop au courant de ce qui se passait dans la région de Florence parce que je pense que les Italiens se méfier. La police nationale prend le relais pour tenter d'arrêter le meurtrier et un nouveau croquis est dessiné basé sur un nouveau témoignage anonyme. C'est l'inspecteur Ruggero Perugini qui est en charge de l'affaire. On sait que le monstre de Florence agit seul, qu'il agit vite puisqu'il ne reste pas plus de 10 minutes sur place et qu'il n'a aucun mobile apparent. Ce cas est unique car il fait de longues pauses entre les meurtres. En général 1 an, et parfois même jusqu'à 7 ans.
ce qui lui laisse le temps de réfléchir et de planifier ses crimes. Il cible les zones sans surveillance et plutôt sombres. Le problème de la police italienne, c'est qu'elle n'a jamais vraiment traité le cas de tueur en série, donc elle suit souvent des fausses pistes. À part le mode opératoire et l'arme du crime, les policiers n'ont aucun élément qui leur permettrait d'identifier le tueur en série. Cependant, ils vont déduire que les crimes qui ont été commis par le monstre de Florence sont différents du double meurtre qui a été commis en 1968. Le profileur Francesco De Fazio décrit le monstre de Florence comme étant solitaire, ne travaillant pas avec d'autres gens, célibataire, sans relation avec des femmes, âgé de 40 ans, sans emploi stable et impuissant car il n'a jamais abusé de ses victimes. Bien évidemment, la police italienne va aussi faire appel à des profileurs du FBI et ils vont compléter le profil psychologique du tueur en disant que ce tueur était originaire de la région, qu'il se situait près du lieu du premier meurtre et c'est souvent le cas pour les tueurs en série, que c'était un ouvrier de classe moyenne et d'intelligence moyenne, qu'il vivait seul ou bien avec une personne âgée et qu'il pouvait utiliser de l'alcool ou de la drogue avant ses meurtres pour se donner un peu de force. L'inspecteur Ruggero Perugini reprend tout à zéro et dresse une liste des criminels et des délinquants de la région à cette période qui étaient en prison ou en liberté. Au cours des années, ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui ont été interrogées, dont une douzaine d'entre eux qui ont été arrêtés et condamnés, mais qui ont ensuite été relâchés par la suite par manque de preuves. Parmi eux, les suspects les plus probables restent Vinci et Pietro Pacciani. C'est un ouvrier agricole de 60 ans qui avait déjà été condamné à 13 ans de prison en 1951 pour le meurtre de l'amant de sa femme et le viol de ses filles. Chose un petit peu glauque, après avoir tué l'amant de sa femme, il avait forcé sa femme à avoir un rapport sexuel avec lui à côté du cadavre. Ce dernier n'est pas très instruit et à l'âme d'un artiste, il adore le dessin, la peinture et aime les poésies. Les policiers le croient coupable des meurtres du monstre de Florence, donc il se décide à perquisitionner son domicile pendant 11 jours. Dans son domicile, il trouve un bloc-notes qui n'est vendu qu'en Allemagne dans un magasin que les victimes allemandes fréquentaient. Et en plus de ça, il trouve une douille d'un calibre 22 à moitié enterrée dans son potager. L'analyse balistique prouve que la balle a été tirée avec le pistolet des crimes. Ils ont assez d'éléments pour le conduire en justice, cependant ils vont devoir attendre un petit peu car il est incarcéré dans un premier temps entre 1987 et 1991 pour avoir abusé de sa femme et violé ses filles. Ce n'est donc qu'en début 1993 qu'il est inculqué pour les meurtres du monstre de Florence. Cependant, ce dernier se clame innocent. En avril 1994, son procès s'ouvre et l'accusation ne se base que sur des preuves circonstancielles. Son passé criminel, sa localisation proche des lieux du crime. En fait, à part le bloc-notes et la balle retrouvée dans son potager, les éléments sont insuffisants. Le 1er novembre 1994, il est reconnu coupable de 14 des 16 meurtres, en fait tous les doubles meurtres sauf celui de 1968, et il est condamné à la perpétuité. En février 1996, la Cour d'appel de Florence annule le jugement par manque de preuves. Il n'y a pas eu d'analyse ADN et la balle retrouvée dans son potager aurait pu être mise sciemment par les policiers afin d'avoir une preuve suffisante ou bien tout simplement par le monstre de Florence pour le faire accuser. En plus de ça, des éléments ne concordent pas puisque Pacciani mesurait 1,60 m alors que les policiers disaient que le tueur pouvait mesurer entre 1,80 m et 1,85 m. Il n'avait aucun problème d'impuissance. Et en plus de ça, il était relativement avare, donc sur les lieux du crime, il aurait certainement volé de l'argent aux victimes. Aussi, la police a établi que le meurtre du couple de Français avait eu lieu le 8 septembre. Cependant, le 7 septembre, le couple de Français était allé au restaurant et avait mangé des pâtes. L'autopsie a révélé que le couple de Français avait encore des pâtes dans son estomac au moment du meurtre, ce qui prouve qu'ils ont certainement été tués le 7 au lieu du 8. Et le 7 septembre 1985, Pacciani avait un alibi solide. En 1985, lors du dernier double meurtre, Pacciani avait 60 ans, donc il était un petit peu âgé quand même. En plus de ça, il souffrait d'une maladie cardiaque, donc pas sûr qu'il ait réussi à attraper l'homme qui s'était enfui en courant. En plus de ça, cet homme était un champion du 100 mètres. Et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un retour à la case départ et ça fait 15 ans que l'enquête court. Un rebondissement survient lorsque 2 témoins affirment avoir vu un véhicule étrange garé la nuit du double meurtre. Et ce véhicule, il appartient à Giancarlo Lotti, un ami de Pacciani. Ce dernier est un vagabond alcoolique de 56 ans qui avoue avoir été là lors de certains crimes et qu'en fait, lui, il était juste là pour faire le guet pendant que Pacciani exécutait les victimes. Ensuite, il change sa version et il avoue
que c'est lui qui a tiré sur le couple d'amour. Un ancien postier de 69 ans, Mario Vanni, serait aussi un autre complice de Pacciani et lui, il aurait mutilé les victimes avec le couteau. Le monstre de Florence ne serait donc pas un duo de tueurs, mais un trio de tueurs. En 1998, Vanni est condamné à la prison à perpétuité et Lotti à 30 ans de réclusion criminelle. Suite à ces deux condamnations, un nouveau procès est prévu pour Pacciani, mais il n'aura jamais lieu car ce dernier décède le 22 février 1998 des suites apparemment d'une crise cardiaque. Cependant, quelque chose dans sa mort est relativement bizarre, puisque Pacciani avait l'habitude de fermer ses volets, ses fenêtres, ses portes, et lorsque la police a découvert son corps, tout était ouvert. Ce qui laisse penser que peut-être quelqu'un a voulu le tuer, car il en savait trop. Ou bien tout simplement parce que la police se rapprochait trop du vrai meurtrier. Aujourd'hui, Lotti est décédé d'un cancer du foie et Vanni de cause naturelle. L'affaire reste aujourd'hui encore une énigme, d'autant plus que certains disent que Lotti a avoué car il voulait avoir de meilleures conditions de vie. En effet, c'était un alcoolique, donc en prison, il aurait forcément de meilleures conditions de vie. Et en plus de ça, il voulait avoir l'attention sur lui. Alors il y a plusieurs théories qui existent, que je vais vous énumérer. Certains disent que le monstre de Florence était un membre de la police, et c'est l'avocat de Vanni qui a défendu cette piste. Ensuite, il y a deux théories qui tournent autour de la théorie d'un potentiel copycat. La première, c'est Mario Spezzi qui défend la théorie selon laquelle le tueur vient du clan Sarde, clan auquel appartenaient les deux frères Venci. Et l'autre théorie copycat, c'est tout simplement les gens qui pensent que c'est Lotti qui a récupéré l'arme du crime après le crime de 1968 et que quelques années plus tard, il s'est inspiré de ce double meurtre pour refaire la même chose. D'autant plus que Lotti n'a jamais eu de relation amoureuse et mesure 1,80 m. Autre piste plus ou moins prise au sérieux est la piste satanique, et cette piste a été avancée par le commissaire Michele Giuttari, qui était en charge de l'affaire entre 1995 et 2003. Pacciani, Lotti et Vanni pouvaient très bien travailler pour le compte d'une secte, et comme on n'a jamais retrouvé les parties du corps féminine qui étaient mutilées, il se dit que potentiellement il les avait ramenées dans la secte pour pouvoir faire des rituels dessus. En 2017, c'est un pharmacien, Francesco Calamandrei, qui a été arrêté pour être le cerveau de cette secte et des opérations. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Et petite info, le personnage, le monstre de Florence, a inspiré Thomas Harris pour son personnage d'Hannibal Lecter. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.